Julius Malema, président de l'IFF de l'Afrique du Sud, a fait un discours bouillant, suivant ce qu'il a à dire. Ce n'est pas tant une question du Rwanda, c'est surtout de savoir quelle protection le Rwanda recevra de la part de la Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, si nous décidons de les affronter coup pour coup. C'est cela qui leur permet de survivre. Pourquoi, sans la protection américaine, un président rwandais irait-il au bureau ovale avec le président de la RDC pour aller signer un accord? À leur retour, le président rwandais continue toujours ses manigances dans la forêt de la RDC. Il le sait très bien. Il bénéficie effectivement et pleinement de la protection de ces gens-là. Si j'étais président, je ne serais jamais soumis devant les États-Unis. Jamais une attaque contre la liberté du Sud. La première chose que j'aurais réglée correctement, c'est cette affaire du Rwanda, de nos gens tués par Kagame, de nos soldats tués. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas répondu à cette situation. Maintenant, le rapport est sorti. Seulement 27% de nos soldats sont aptes au service. Ce n'est pas moi. Quand je dis cela, je me fais insulter et on me dit qu'il met le pays en danger. Nous sommes en danger. Nous devons redresser l'armée sud-africaine. Nous devons investir plus d'argent dans l'armée sud-africaine. À quoi bon mettre tout cet argent dans toutes ces choses si on peut se faire écraser par un petit pays comme le Rwanda? Il t'humilie au point où le président du Rwanda ne s'en excuse même pas. Il continue de nous insulter jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a aucune réponse. Eh bien, mon style de leadership et celui de Ramaphosa sont différents. Il fait les choses à sa manière, à sa façon. Parfois, ça marche. La plupart du temps, ça ne marche pas. Comme cette diplomatie qui lui appartient, elle était nécessaire maintenant. Parce que nous le devions non seulement à Trump, nous le devions au monde. Être hospitalier envers nos visiteurs. Et c'est exactement ce que nous sommes. Et nous n'avons jamais montré le moindre signe d'une nation paniquée, qui est assiégée par l'Amérique. Donc tu dois savoir que je ne serai jamais soumis. Nous avons, et la plupart des Matala, quand Matala a dit à son Dieu, combien? 8 forces spéciales, 9 forces spéciales, 8 et une force d'intervention. Il ne répondait pas à la question. En réalité, il essayait de nous menacer en disant qu'il se promène avec l'armée. Les forces spéciales d'Afrique du Sud, cela signifie le plus haut niveau de la force de défense nationale sud-africaine. Le plus haut. Ces gens-là, à eux seuls, peuvent raser ce qui se passe au Rwanda, seuls. Nos forces spéciales. Ce ne sont pas des gamins, ces gens-là. Des gens très dangereux. Suivis par la force d'intervention spéciale des services de police sud-africains. Des gens très dangereux. Pour faire partie intégrante, pour réussir pleinement et devenir un membre à part entière d'une task force, et je ne parle même pas des forces spéciales d'élite, mais simplement de la task force régulière, il est impératif de sauter de ce genre de truc-là, avec un parachute bien sûr. Chaque mission qui t'est confiée, on doit te larguer dans un pays étranger, sans que ce pays le sache, dans la brousse, et ensuite tu dois retrouver ton chemin tout seul. Sans téléphone portable, sans boussole, rien du tout. Tu dois t'asseoir comme ça, regarder, te dire, peut-être par là, et y aller. Et revenir. C'est à ce moment-là qu'ils t'apprennent à infiltrer le pays. Tu sais, même pas une force spéciale. Il y a une unité en dessous de la force spéciale qui s'appelle l'équipe de contre-assaut. Ils sont entraînés à réussir un test au détecteur de mensonges.
Ce dont je te parlais. Détecteur de mensonges. Tu appelles ça comment déjà? Polygraphie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai compris qu'ils mettent des choses sous tes pieds pour que quand tu mens, les orteils bougent. Donc, sous tes orteils, ils mettent des épingles à l'intérieur de tes chaussures. Tu dois rester comme ça. Si tu bouges, même quand tu mens, si tu bouges, ces choses vont te causer des problèmes. Donc, ta conscience sait qu'il y a des épingles sous mes orteils. Je dois m'assurer, même si je mens, que ces choses ne bougent pas. Ils sont formés pour réussir un détecteur de mensonges. Cela fait partie de leur formation. Donc, quand un diplômé TG d'une équipe de contre-assaut te dit « J'ai réussi un détecteur de mensonges » et que tu penses que c'est une personne innocente, tu dois savoir que c'est un mensonge. Ils sont formés pour réussir ce truc. Nous avons ces personnes-là. Ce n'est pas tellement à propos du Rwanda. C'est surtout de savoir combien de protection le Rwanda recevra de la part de la Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, si nous décidons de les affronter. Coup pour coup. C'est ce qui leur permet de survivre. Pourquoi cela le ferait-il? Sans protection américaine, un président rwandais va au bureau ovale avec le président de la RDC, Jesse Kedi, pour aller signer un accord. Quand ils reviennent, le président rwandais continue toujours ses manigances dans la forêt de la RDC. Il le sait. Il bénéficie de la protection de ces gens-là. Être un révolutionnaire ne veut pas dire qu'il faut se suicider. Tu as dit que je ne devais pas être trop dur, alors laisse-moi ne pas être trop dur avec toi. C'est pourquoi les révolutionnaires prennent des armes et tirent sur l'ennemi et combattent l'ennemi. Ils ne disent pas, parce que nous sommes des révolutionnaires, allons nous présenter devant les ennemis et que l'ennemi doit nous tirer dessus et nous tuer pour démontrer que nous sommes des révolutionnaires. Ça, c'est se suicider. Ce n'est pas révolutionnaire. En fait, c'est être un kamikaze. Nous ne sommes pas des kamikazes. J'ai été déclaré coupable, non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce qu'elle me punit. Pour mes opinions politiques et en utilisant une affaire criminelle inexistante qui n'existe pas. Permettez-moi de vous donner quelques conseils sans vous disputer. Ainsi, chaque jour, comme Senzo Mukuno, vous pourrez réfléchir à cette chose, mais n'annoncez aucune dissolution de PKTT. Nous faisons une demande pour le formulaire 174, Adriane et moi, 174. Pour être acquitté après que l'État a clôturé son dossier. Nous disons que l'État n'a pas constitué de dossier contre nous. Par conséquent, acquittez-nous. Elle refuse de nous acquitter et dit que lorsque vous refusez d'accorder le 174, cela signifie qu'il y a une affaire à laquelle vous devez répondre. Très bien. Nous disons, d'accord, pas de problème, je vais témoigner et répondre à mon affaire, ce que j'ai fait. Adriane refuse de répondre. À la question, il dit, non, je ne vais pas témoigner. En fait, l'expert en balistique répondra à l'affaire en mon nom. En fait, l'expert en législation sur les armes à feu répondra à l'affaire en mon nom. Dans le jugement, il est dit que l'expert en balistique d'Adriane n'a pas répondu à la question. Il a été la personne la plus inutile, ce qui signifie qu'Adriane n'a pas répondu à la question, même par l'intermédiaire de l'expert en balistique. Ensuite, vous dites, dommage, l'expert en législation sur les armes à feu était un si bon gentleman. Et oui, il a contribué à la formulation de la loi sur les armes à feu et je peux aller jusque-là. À part cela, il ne m'a pas été utile. Ce qui signifie que vous écartez cette personne qui répondait au nom d'Adriane. La question à laquelle vous avez dit qu'Adriane devait répondre n'a toujours pas reçu de réponse. Parce que vous avez dit qu'Adriane a un cas prima facie auquel il doit répondre, qui a été établi par l'État. Il ne répond toujours pas à cette question. Vous dites « Non, relax, rentrez chez vous ». Pourquoi ne lui avez-vous pas accordé le 174 dès le début? Parce que vous avez dit qu'il y avait une question à laquelle il fallait répondre.
Il ne répond toujours pas à cette question. Vous dites « relax ». C'est donc à ce niveau de folie que vous êtes confronté. Une incompétence extrême. Nous nous préparons maintenant pour un procès avant la condamnation. Elle n'a toujours pas fourni de jugement écrit. L'assistante sociale qui prépare mon procès avant la condamnation consulte le jugement sur YouTube. Voilà la justice à laquelle je fais face. Je dois me présenter le 23 et plaider pourquoi je ne dois pas être condamné. Je n'ai rien d'écrit. Quand elle relaxe Adriane, elle dit simplement « Accusé numéro 2, non coupable, vous pouvez rentrer chez vous ». Mais elle ne dit pas que vous n'êtes pas coupable de cette accusation parce que l'État n'a pas réussi à prouver cette affaire. En ce sens qu'ils n'ont pas pu fournir 1, 2, 3, 4 sur celle-ci. Sur celle-ci, l'État n'a pas fait 1, 2, 3, 4. Elle sait que si elle fait cela, elle est en train de percer des trous dans le dossier de l'État. Et cela s'applique à Malema. Et je ne peux pas percer des trous dans le dossier de l'État pour Malema. Parce que j'ai besoin de Malema à cause du racisme, parce que j'ai une attitude émotionnelle contre Malema. Et je dois le punir pour tant de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et par conséquent, je ne vais pas m'aventurer sur les raisons pour lesquelles j'ai donné à l'accusé le numéro 2. Un verdict de non-culpabilité. Citadier ne donnera toujours pas de raisons pour lesquelles l'accusé Nuneloris Rilo, le numéro 2, a été déclaré non coupable. Parce que ces raisons me concernent aussi. Vous avez dit accusé, non. 2. M'a donné une arme. Quand vous acquittez, quand vous libérez l'accusé numéro 2, cela signifie que vous relâchez maintenant l'arme, que vous dites que j'ai utilisé pour commettre un crime. Une arme utilisée pour commettre un crime, une fois que vous avez reconnu la culpabilité d'avoir utilisé cette arme, elle est saisie par l'État. Elle ne vous est plus jamais rendue. Une arme utilisée pour commettre un crime ne peut jamais être rendue à son propriétaire. Donc, alors que je me tiens là et que vous êtes en train de me condamner, où est cette arme? Vous dites que je l'ai utilisée pour commettre un crime. Où est-elle? Alors que je me tiens dans ce box, vous êtes en train de me condamner. Où est l'arme? La seule arme qui reste dans ce tribunal est celle que j'ai fournie au magistrat, qui est un pistolet jouet. Adriane, c'est assez drôle. Adriane a été appelée la veille par le procureur avant que le jugement ne soit rendu. Adriane a été appelée la veille par le procureur pour venir le lendemain, jour où le jugement allait être rendu afin de venir récupérer l'arme. Comment le procureur savait-il qu'Adriane n'allait pas être reconnu coupable et qu'il aurait donc le devoir de restituer l'arme? L'arme est restituée à l'heure où nous parlons. Rappelez-vous, vous m'avez déclaré coupable avec cette arme. Alors que je me tiens ici, l'arme devrait se trouver à côté de moi. Auriez-vous utilisé cela pour commettre un crime et, par conséquent, mettre en danger la vie d'autrui? Par conséquent, je vous condamne à 15 ans de prison. Où est le pistolet? Voilà donc à quoi vous êtes confrontés. C'est pourquoi je vais faire appel. Vous n'allez pas me faire chanter en disant que je suis un révolutionnaire. Je ne dois pas faire appel. Parce que vous faites aussi partie de l'équipe qui veut me voir en prison. Nsaseko Onababa. Le pire, c'est pour celui qui est à côté de moi, à gauche. S'il pensait qu'il allait être la cible de jet d'œufs parce que je vais en prison, je vais faire appel. Je vais faire appel jusqu'à la Cour constitutionnelle. Vous devez donc le savoir, je suis toujours là. Pour ceux que ça enthousiasme, je suis toujours là. Mais nous nous retrouverons dans la rue le 23 janvier 2026. Toute personne qui aime la loi de ce pays, qui est d'accord que les présidents, les magistrats ne doivent jamais utiliser les tribunaux pour régler des comptes politiques, ont une raison de sortir nombreux le 23. Et dire, pas au nom de notre loi, pas au nom de notre constitution, allez-vous utiliser vos différents politiques avec Malema pour abuser de ce qui vous est confié en tant que magistrat?
Vous savez, pour ceux d'entre vous qui me connaissent bien, je ne fuirai absolument jamais mes responsabilités, quelles qu'elles soient. Je suis membre du comité ADO, membre du Parlement, membre, dirigeant de l'EFF, son membre et un homme de famille. Vous voyez combien de responsabilités je viens de vous expliquer, y compris le rôle que je joue à l'international. Quand je ne suis même pas à l'international, vous êtes coincé au bureau. Je ne sais même pas si vous avez un bureau ou si vous partagez ce bureau dans l'espace ouvert. Je ne suis pas sûr que vous ayez un rôle féminin. Dans l'une de ces responsabilités, je vous l'explique. Donc, toutes ces responsabilités ne vont pas sombrer parce que je siège au comité adulte. J'ai un devoir envers tout cela, y compris le devoir de porter un sweat à capuche, d'aller à l'école et de regarder mes enfants jouer une pièce de théâtre. J'aurais voulu qu'un père fasse cela pour moi. Je ne l'ai jamais eu. Et je vais le faire pour mes enfants. Ce que j'ai désiré en tant que père, je le ferai pour mes enfants. Et aucun animal ne se mettra entre mes enfants et moi. Personne. Parce que quand il s'agit de mes enfants, j'ai un devoir à accomplir. Quand il s'agit de l'EFF, j'ai le devoir d'assumer cette responsabilité. Quand il s'agit de la communauté adulte, j'ai un devoir. Maintenant, contrairement à d'autres comités, dans ma propre famille, à l'EFF ou bien ailleurs, je n'ai absolument pas de remplaçant. Non! À moins qu'il y ait un remplaçant dans ma famille dont je ne sois pas au courant. Dans ce cas, je n'en serai pas tenu responsable, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas de remplaçant. Maintenant, j'ai un remplaçant. Si je ne suis pas là, l'EFF est là. Et notre remplaçant était là. L'EFF était là. Laissez cette obsession avec Malema et arrêtez de faire semblant de m'apprécier alors que vous ne m'aimez pas. Premièrement, quand j'ai accepté d'être membre, ce n'était pas pour empêcher d'autres personnes d'avoir leur chance. Pourquoi être membre? Quand je suis membre, il faudrait qu'il vienne tous les jours. Pourquoi n'est-il pas là? J'ai une femme métisse compétente, la DSG de l'EFF. Si vous regardez ce qu'elle a accompli dans ce comité adulte, oui, elle nous a apporté environ 10 ou 15 nouveaux votes de personnes de couleur. Ils nous aiment maintenant, n'est-ce pas? L'EFF s'entend très bien avec les personnes de couleur. Je lui ai dit qu'elle devait devenir conseillère à Eldorado Park, tellement elle est populaire auprès des personnes de couleur maintenant. Comment aurait-elle pu occuper la position qu'elle a aujourd'hui si parfois, sur des questions cruciales, on ne lui avait pas donné l'occasion de briller et de montrer la capacité de l'EFF? Ce ne sont pas simplement des faire-valoir. Ce sont des femmes compétentes et elles sont capables d'affronter des criminels endurcis et de les tenir responsables. Et vous tous ici, personne ne peut dire que vous doutez de leur capacité dans ce comité adulte. Et suggérer pourquoi je n'étais pas là, comme si elle n'était pas là, c'est la rabaisser. C'est dévaloriser et mépriser les femmes. Et où est une femme métisse? L'EFF était présente. Et donc, cette question ne se pose pas, à moins qu'elle ne soit fondée sur le sexisme et le racisme. Faites attention à ce que vous n'êtes pas en train de demander lorsque vous posez cette question. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne demandez pas. Donc, je n'ai pas peur de Sévère. Sévère est perturbé. Je ne sais pas comment Sévère va s'en sortir cette fois-ci. Et si Sévère était un être humain, d'abord, il n'aurait pas dû contester sa suspension. Ensuite, il ne devrait pas nous faire subir ce qu'il nous fait subir. À ce stade, Sévère devrait faire ses valises, rentrer chez lui et négocier sa retraite. Parce que s'il doit nous faire perdre autant de temps, il doit savoir qu'il puise dans sa pension. Aucun gouvernement ne paiera ses frais juridiques.
D'ici à ce que cette affaire se termine, on dit qu'il est coupable sur tous les fronts. Les factures arrivent et elles devront être payées avec les pensions. Les pensions devront être saisies. Donc ce n'est pas à moi de décider, c'est à lui, à sa femme et à sa famille de prendre cette décision. Mon gars, sauvons ce qu'il reste de cette affaire et voyons ce qu'on peut encore faire. Sa performance en l'absence de Malema a été tellement médiocre au sein du comité Addo. Extrêmement médiocre, et cela l'a exposé. Cela l'a exposé. Alors pourquoi as-tu besoin de Malema, même en l'absence de Malema? Nous avons quand même eu de si mauvais résultats. Le comité Addo continue de l'exposer. Quelle honte, tu sais. Si Malema était mort, ça aurait été encore pire que ça. C'est ce que tu as manqué, je comprends. Mais l'homme n'a toujours pas bien performé en l'absence de Malema. Donc si tu pensais que je restais à l'écart parce que je voulais le sauver, ou si je me suis absenté dans l'espoir de le sauver, ça n'a servi à rien. Cela n'a servi à rien. Le gars a très mal performé. Tu sais, Ntiki, nous faisons partie du globe. La mondialisation, ce n'était pas notre propre choix, mais le monde a évolué pour devenir un globe. Et ces forums multinationaux nous ont permis d'exprimer nos points de vue, que nous soyons entendus ou non. Ils nous offrent un espace pour aller exposer nos opinions. Nous devons utiliser ces forums. Prenons par exemple l'ONU. C'est un seul conseil, ce qui est une très bonne idée en théorie. Mais en pratique, les grandes puissances ne prennent rien au sérieux. Elle dit, sérieusement, vous bombardez les missions de l'ONU en Palestine. Vous bombardez, des gens vont fournir de la nourriture, l'ONU, des missions. Qui sommes-nous vraiment exactement dans le grand ordre des choses, dans l'univers? Le G20 nous aide à s'engager dans les questions économiques mondiales, à exprimer quelles pourraient être des alternatives pour améliorer le monde. Le G20, qui est issu de la crise bancaire de 2008, laquelle a plongé le monde dans une crise économique, et qui cherchait à trouver une plateforme alternative au niveau international pour éviter que de telles choses ne se reproduisent. Il est maintenant utilisé par un fasciste notoire pour régler des comptes politiques. Alors tu le sauras, Nsiki, là où on ne veut pas de nous, c'est justement là que nous allons. Là où l'Amérique ne veut pas de nous, c'est là que nous voulons aller. Parce que cela n'a pas d'importance, nous voulons exprimer nos opinions. Peu importe le nombre de droits de veto qu'ils ont au Conseil de sécurité, nous voulons siéger comme membres permanents du Conseil de sécurité et remettre en question cette histoire de droits de veto. Nous savons qu'on ne veut pas de nous là-bas, mais nous voulons y siéger. Nous n'allons pas reculer là-dessus. Nous n'allons pas reculer parce que nous ne sommes pas nécessairement le G20. Il n'y a personne qui ne veut pas de nous au G20, à part cet imbécile. C'est ce type qui a un problème avec nous, et, par extension, l'Amérique. Et l'Amérique n'est pas le G20. Nous sommes un membre fondateur du G20 et personne ne va nous écarter. Nous allons mobiliser les communautés internationales pour condamner l'action de Trump. Nous avons encore une année où nous devons mobiliser les communautés. Je veux le dire ici sans aucune crainte d'être contredit. Ramaphosa a très bien géré cette affaire. Si ça avait été moi, ça aurait été pire. Il l'a fait. C'est ça la diplomatie, vous voyez. C'est ça le truc avec la diplomatie, le radicalisme et tout ça. Il faut savoir trouver un équilibre. Ce gars a très bien géré cette affaire. Avec beaucoup de succès. Dans une situation où il a été confronté à une hostilité sérieuse, ce n'est pas facile de s'opposer à l'Amérique. Ça n'a jamais été facile. Mais ça, c'est gouverner Kauti. Nous l'acceptons. Mais nous refusons de laisser la démocratie gouverner le KZN à 47%.
Cela ne fait pas de nous des amis du MKP. Nous ne sommes pas amis. Notre relation est toujours la même qu'hier. Mais nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Il faut au moins respecter la volonté du peuple. Peu importe à quel point vous êtes en désaccord avec ces gens du KZN. Nous continuerons d'entretenir une relation avec la famille royale des Abatimbu, en tant que famille royale reconnue par notre nation, par notre peuple. La ligne, c'était de la politique à titre individuel. Et s'il est membre, est-il membre? L'avons-nous vérifié dans le système? S'il est membre, il ne l'est plus parce qu'il s'est défini en dehors de la politique organisationnelle. Ce n'est pas nous qui l'avons chassé. S'il est membre, c'est lui qui s'est chassé lui-même. Vous n'avez donc absolument rien à faire, aucune raison d'être membre de l'EFF. Mais devons-nous exiger que les rois soient membres de l'EFF pour que nous entretenions des relations avec le royaume? Non. Nusizuli n'est pas membre de l'EFF. J'étais à son mariage et si l'occasion se présente, j'irai encore faire mes aveux avec lui. Son appartenance à une famille politique n'a aucune importance car je dois respecter et reconnaître le leadership traditionnel. En réalité, les rois ne devraient pas se permettre d'adhérer à des partis politiques. Parce que nous appartenons tous à cette maison royale. Donc, si je me tiens ici et que je dis que nous sommes en conflit avec Abatembu en tant que famille royale et royaume, cela signifie que Vuyano devra choisir entre l'EFF et Abatembu. Et nous ne pouvons pas faire cela à cause d'une action politique individuelle d'un roi qui a décidé d'agir complètement hors de propos. Le roi de notre temple n'est pas un individu politiquement amateur. C'est un soldat formé. Il vient de l'exil. Il a reçu une formation politique. Il comprend très bien le problème entre Israël et la Palestine. Pour une raison quelconque, il a décidé de faire ce qu'il a fait. Nous sommes totalement en désaccord avec cela. Et donc, dans notre système d'adhésion, nous n'aurons jamais un individu qui prend le parti d'Israël. Jamais, jamais, souvenez-vous-en. Nous nous battons encore aujourd'hui pour que le Parlement mette en œuvre une motion de défiance, je veux dire une motion adoptée par le Parlement pour fermer l'ambassade d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, Ramaphosa fait semblant de lutter contre le génocide d'Israël. Pourtant, l'ambassade d'Israël est toujours ouverte malgré une motion parlementaire adoptée. Ils font un travail interne en essayant, en prétendant aller au tribunal et tout cela. Leur véritable action serait de fermer cet Israël. Nous nous battons. Que cela vous plaise ou non, nous nous battons. Il y a une guerre en cours. L'Amérique mène la charge contre notre position sur Israël. De quoi as-tu encore peur? Fermez l'ambassade. D'Israël, nous ne pouvons pas partager un territoire, nous ne pouvons pas partager notre terre avec des meurtriers. Nous ne devons jamais permettre cela et ensuite faire semblant, sur les plateformes internationales, d'être du côté des victimes, des enfants et des femmes de Palestine. Voilà où nous en sommes. Alors, on se voit demain, Isbaïn. Nous pensons être en prison. Ne dites pas, comment appelle-t-on déjà? Changez d'avis. Parce que, fondamentalement, c'est précisément ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Peu importe absolument ce que je peux personnellement penser de ces opinions politiques ou de ces convictions. Je tiens à ce que vous ne vous mépreniez absolument pas sur mes intentions ou mes propos. Donc ces membres de l'ANC qui le traitent mal parce qu'il n'est pas d'accord avec eux politiquement, c'est injuste. Cela témoigne d'une immaturité politique.